droit à la prédation à sa famille, le règne de la police politique et le simulacre des institutions démocratiques. Alors on fait un parlement, un faux parlement, il y a des faux partis d'opposition, etc. C'est ça les 4 bases actuelles du système politique arabe. Et là, Ben Ali, lui, il avait organisé son opposition, il avait des libéraux, des faux nationalistes arabes, des faux machins, etc. Et nous, on a dit, on rentre pas dans... C'était en 2001, on a dit, on rentre pas dans ce simulacre, on s'organise en tant que... Donc, on avait dit que la Tunisie n'est pas une république. C'est une fausse république, c'est une fausse démocratie, c'est un faux système présidentiel, c'est une dictature. Donc nous allons nous battre pour instaurer la République. La République, c'est-à-dire le droit au peuple de disposer de lui-même, les libertés. Donc on s'est organisé en tant que parti qui était à la fois... on s'est affirmé, on refusait de travailler dans la clandestinité, parce que nous disions que c'est notre droit de fonctionner en tant que parti politique. Nous avons refusé de demander l'autorisation pour ne pas rentrer dans le... Ce qui fait qu'on avait un statut très particulier. On était à la fois un groupe d'opposition, mais plutôt de résistance civile, et refusant de fonctionner dans le cadre de la dictature. Nous nous sommes organisés sous forme de réseau, beaucoup plus d'autres choses pour ne pas donner les noms à la police politique. Et on a accepté que 7-8 personnes parlent au nom de ce parti de la façon la plus claire pour dire nous ne sommes pas un parti clandestin, nous sommes un parti de résistants, nous refusons de fonctionner dans le cadre de la dictature, nous acceptons d'assumer cette non-clandestinité parce que nous exerçons notre droit en tant que citoyens et c'est comme ça que le CPR a fonctionné pendant 10 ans. Et nous avons été tout le temps dans l'appel à la résistance civile. Certains d'entre vous, s'ils veulent regarder sur YouTube, ils vont voir que j'avais arrosé le pays les 2 derniers mois par des appels à la résistance civile, en expliquant, en rendant un peu aux gens, en essayant d'encourager les gens, c'est quoi la résistance civile, qu'est-ce que c'est, les bases, Gandhi, Mandela, enfin bref. Donc il y a tout un travail qui a été fait et je pense que nous avons contribué modestement à cette révolution. Là, maintenant, nous ne sommes plus sous une dictature, nous sommes dans une phase révolutionnaire où nous sommes en train de mettre en place une société civile et un État démocratique. Et là, nous sommes en train de nous organiser. Et actuellement, notre grand problème, c'est de faire face à l'afflux des demandes, parce qu'effectivement, notre parti est à la fois, il incarne la résistance, il incarne aussi une certaine idée d'un parti résistant, mais un parti qui essaie de construire l'avenir sur la base d'un certain nombre de choix politiques qui sont, je dirais, l'instauration de la République, l'instauration de la démocratie sociale, parce que je suis un médecin de santé publique, j'ai beaucoup travaillé dans les endroits les plus pauvres, d'ailleurs, même à Paris, pendant mes années d'exil, j'ai travaillé dans les quartiers pauvres de Créteil. Donc je suis extrêmement sensibilisé à ce côté disons, pour nous, les droits socio-économiques sont aussi importants que les droits politiques. Donc nous ne fonctionnons pas dans un libéralisme sauvage ou dans une démocratie institutionnelle. Donc ça, c'est la carte, si vous voulez, d'identité de notre parti. Et là, nous sommes en train donc de faire un gros travail d'organisation. On n'est pas les seuls, les islamistes s'organisent, le Parti communiste s'organise, enfin la Tunisie est actuellement un énorme laboratoire où les gens s'organisent pour faire front ensemble aux séquelles de la dictature et pour construire ensemble cette démocratie que j'espère à la fois formelle et aussi sociale. Merci docteur. Je voudrais juste vous demander si dans cette phase de préparation et compte tenu des discussions internes à chaque parti, est-ce qu'il y a des débats entre les différents partis sur l'acceptation d'une plateforme commune afin justement de mettre en place toutes ces institutions qui devraient faire vivre la démocratie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des débats, par exemple, entre vous et Al-Nouchi, par exemple, et quelles sont les pistes possibles pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude à l'intérieur, ni d'inquiétude à l'extérieur? Actuellement, il y a une grande convergence des points de vue. Si vous voulez, la chance de la Tunisie par rapport à un pays comme la Libye, par rapport à d'autres pays, c'est un pays homogène, c'est un pays à peu près de classe moyenne, c'est un pays de tradition modérée, et c'est un pays où il n'y a pratiquement pas si vous voulez, le seul débat actuellement qui divise les Tunisiens, est-ce que nous allons avoir un régime parlementaire ou un régime présidentiel? À part ça, tout le monde est d'accord sur la Constitution, les libertés, etc. Il n'y a pas de grosse divergence. Mais actuellement, le débat politique, c'est que
d'abord, il y a un conseil qui s'appelle Conseil de protection de la Révolution, dans lequel il y a plein d'associations, plein de partis politiques, y compris le nôtre, y compris NADA. Tout le monde est dans ce Conseil de protection de la Révolution, et tout le monde pour une approche politique qui est d'appeler très rapidement une constituante, que cette constituante très rapidement devrait mettre en place une vraie constitution, parce qu'actuellement on n'a pas de constitution. Les gens sont à 99% d'accord sur ce type de constitution, à savoir la plus démocratique possible, celle qui protège le peuple contre le retour de la dictature. Personne ne réclame un État islamiste, personne ne réclame, je ne sais pas, la nationalisation des terres, des biens, et des choses comme ça. Donc il y a un grand consensus. Donc la constituante, la constitution d'un gouvernement d'union nationale, des élections présidentielles et législatives plus tard. Un processus qui devrait nous prendre entre 6 mois et 1 an. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui est la séquelle de la dictature, qui prétend, on n'a jamais vu ça, un gouvernement, un Premier ministre nommé par le dictateur qui prétend faire la transition démocratique. Donc il y a ici une anomalie historique et institutionnelle qui nous pose problème. Et ce gouvernement veut aller très rapidement à des élections présidentielles pour remettre éventuellement un président qui sauverait les restes du système. Donc voilà le conflit actuellement. La société civile qui veut une constituante et des élections libres et honnêtes dans le cadre d'une nouvelle constitution, et un gouvernement qui tergiverse, qui essaie de gagner du temps et qui est en train de devenir l'élément numéro 1 d'instabilité. Ce matin même, il y a une grosse manifestation donc, de la population à la place d'Akaspa pour demander le départ du gouvernement. Pourquoi est-ce impossible d'envisager un gouvernement de salut public dans cette situation-là, puisque d'un côté, il y a cette plateforme ou ce conseil de protection de la Révolution où j'ai bien compris que l'ensemble des partis politiques et de la société civile se retrouvent. Oui. Et d'un côté, et de l'autre côté, ce gouvernement bancal qui est le reliquat de la dictature et qui vous crée un problème qui est tout à fait gérable. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas, par exemple, une revendication d'un gouvernement de salut public pour faire référence à la Révolution française, mais vous pouvez parfaitement, avec votre génie, trouver une autre appellation. C'est le cas. C'est ce que actuellement, tout le sens des protestations dans la rue, c'est de ça, c'est de faire partir ce gouvernement et d'avoir un gouvernement d'union nationale, de salut public, appelez-le comme vous voulez, mais un gouvernement crédible et acceptable par la population. Malheureusement, ce gouvernement bancal, et vous dites bien, un gouvernement incompétent, est actuellement la source fondamentale de l'instabilité dans le pays. Ok, merci. Les questions culturelles m'intéresseraient quand même, parce que par exemple le rôle des minorités. Aux minorités, je pense par exemple à une des plus vieilles synagogues du monde est en Tunisie, si ce n'est celle d'Afrique, dans la zone de Djerba, je pense. Je pense à l'importance des soufis, qui sont le contraire des islamistes. Il y a eu ces films magnifiques, comment s'appelle ce grand réalisateur sur les thèmes soufis, Le Cercle. Exactement, là. Et puis, donner un autre exemple, il y avait cette femme dont on a j'ai peu de nouvelles, qui a écrit Le Silence du Palais, qui était quand même une dénonciation d'une certaine forme de choses qui existent en Tunisie. Existe-t-elle encore? Où en est la situation culturelle, par exemple, de cette réalisatrice, et quid de ces minorités, qu'elles soient juives, soufis ou autres? Pour ce qui concerne ces minorités culturelles, entre parenthèses, les derniers jours du dictateur, on a vu se mobiliser les intellectuels, les artistes, Jalil Abakar, et beaucoup de gens se sont mobilisés pour la révolution, et c'est quelque chose de magnifique. Il y a actuellement un grand débat sur les chanteurs et les artistes qui se sont commis avec la dictature. C'est le même débat d'ailleurs qu'il y a en Égypte, est-ce qu'il faut les boycotter ou pas les boycotter? Y compris les confréries? Oui. Non, je parle des intellectuels. Les confréries, je dois dire que là, je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas vous répondre. Pour ce qui est des Juifs, il y a eu un grand malheur en Tunisie, c'est que le dictateur a instrumentalisé la cause des Juifs et la cause des femmes. Et ça a été une catastrophe dans la mesure où ça a nourri dans la population des éléments antisémites et même anti-femmes, antiféministes. Parce que le gouvernement, donc une dictature, s'est emparé de ces deux causes et ça a créé dans la population des sentiments donc doubles, je vous dis. À telle enseigne que, si vous voulez, à un moment donné, je disais à toutes les amies donc des femmes démocrates, mais attendez, faites quelque chose, cet homme est en train de détruire tous les processus donc, de libération de la femme. Et les femmes démocrates étaient extrêmement attentives à cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles se sont constituées en association de femmes démocrates pour dire,
Nous ne sommes pas femmes, nous sommes citoyennes. Et donc, d'abord, pour nous, le problème, c'est le problème de la citoyenneté. Et c'est à partir de là que, justement, la manipulation a commencé à trouver des oppositions. Pour ce qui est des Juifs, effectivement, nous avons eu dans notre peuple une composante juive extrêmement importante. Moi, je viens d'un village au fin fond de la Tunisie qui s'appelle Douze, donc c'est une oasis perdue au fond du désert. Il y avait des Juifs qui vivaient avec nous. Donc j'ai grandi, moi, dans ma génération avec moi, il y avait à Gabès, partout, il y avait des Juifs. Et le fait que, à la fois, le conflit israélo-palestinien, l'instrumentalisation par la dictature, etc., ait fait fuir les Juifs, a été pour moi un appauvrissement de la Constitution, un grave appauvrissement. Et aujourd'hui, la manipulation continue, puisqu'il y a eu... moi, je ne suis absolument pas sûr que les manifestations qui ont été devant donc la synagogue et les attentats ne soient pas le propre de la police politique, parce que c'est signé, c'est le genre de provocations qui sont extrêmement payantes, puisqu'on va dire, regardez, cette révolution, elle est antisémite, etc., ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, en tant qu'homme politique, je dis, j'aimerais que les Juifs qui existent en Tunisie continuent à y rester, j'appelle les Juifs à revenir s'installer dans leur pays. Ils sont une composante de notre société, une richesse pour nous, et bien entendu, nous sommes absolument déterminés à nous opposer de la façon la plus virulente à toute tentative d'atteinte ou de réaction antisémite. Et nous avons tout un grand travail de pédagogie vis-à-vis de la population en disant, c'est vrai, ça a été instrumentalisé par la dictature, mais moi je cite toujours le nom de Georges Hadda, qui est un des grands hommes de la Tunisie, qui s'est battu pour la liberté de la Tunisie, qui a été dans les camps d'internement au sud tunisien, etc. Donc nous avons dans notre histoire des hommes qui ont beaucoup lutté pour la Tunisie, et c'est eux qu'on va mettre en exergue. Pour les soufis, je suis désolé, je n'ai pas d'informations, je ne peux pas vous répondre. Oui, madame. Merci, Laurence Felmarine. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que les avoirs de Benaï qui ont été gelés puissent être rapatriés au pays, ce qui est bien légitime, mais apparemment, ces avoirs retourneraient au gouvernement actuel qui est apparemment pas très fiable, parce que des rapports qui disent la confiscation de ces biens au détriment du peuple. D'abord, je ne suis pas sûr que ce gouvernement tiendra longtemps. Donc, le temps que cet argent arrive, il y aura peut-être un gouvernement. Et en plus, je vous dis, moi j'ai beaucoup de prévention contre ce gouvernement, l'incompétence, la non-représentativité, mais je ne crois pas que ce soit des gens malhonnêtes et corrompus. Je pense que l'argent ira à l'administration, et l'administration, actuellement, on a un tel besoin pour justement faire face à la situation catastrophique, notamment à l'intérieur du pays, que c'est un argent qui, de toute façon, peut être correctement utilisé. Je ne mets pas en doute l'honnêteté de ce gouvernement, je mets en doute son incompétence. Et le CPR, pour revenir juste un petit peu, ce congrès est déjà un petit peu organisé dans le pays, ou comment il est? Là, je vous dis, ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que Ben Ali a fait passer le bulldozer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites passer le bulldozer? Tout rentre la végétation, elle rentre, mais ensuite, quand le bulldozer il s'en va, elle repousse. Alors, actuellement, tous les réseaux des islamistes, les réseaux communistes, tous les réseaux de la vie civile que Ben Ali, etc., s'organisent, remontent. Parce qu'ils étaient là. Le CPR fait partie donc, de tous nos réseaux qu'on avait mis en place, qui étaient plus ou moins des réseaux dormants. Maintenant, on se réveille. Je vous dis, notre grand problème, c'est pour ça que je dois rentrer à Tunis rapidement. On n'arrête pas d'être dans les réunions, de tourner dans les régions, etc., pour reconstituer ça. Et ça fait partie, je dirais, de tout ce réveil du politique, du social, etc., qui était dormant. Notre pays, déjà dans les années 80, était dans une situation pré-démocratique. Déjà, il y avait une grande soif de liberté, une grande soif de démocratie, une grande soif d'auto-organisation sociale. C'est ça ce que les Occidentaux ne voient pas et ne comprennent pas la complexité et la richesse de notre pays. Ils ne comprennent pas que, par exemple, la Tunisie, c'est un pays de 3000 ans. C'est pas rien. Et ils confondent entre sous-développement, pauvreté et vie civile. C'est un pays de... Les Tunisiens sont organisés en tant qu'État depuis 2800 ans. Donc et ça, c'est quelque chose qui reste dans la collectivité. Donc c'était un peuple qui était extrêmement riche en organisation civile, etc. Ça n'avait rien à voir avec un pays neuf ou moderne. C'est un vieux pays, c'est un vieux jeune pays. Donc, une fois que ce bulldozer est passé, hop, tout est en train de reprendre vie avec une vitesse sidérante. Oui, vous avez une question?
bonjour professeur. Elias Saffer, étudiant à Genève.